Si jamais, pour les plus motivés, bon, on reprend dans quelques minutes, mais si jamais je mets déjà les exercices, donc les 0 et les 1, on les a déjà fait. Le 2 et le 3, par contre, c'est juste des exercices à essayer, donc essayez de voir comment vous pourriez trouver un moyen de trouver toutes les adresses email et tous les mots de passe. Et si jamais, bon, je pense que je suis pas censé vous le dire, mais il y a toutes les réponses après. Donc si jamais vous pourrez vous contrôler à la suite et même après le cours. Alors justement, il n'y a pas vraiment de moyen de trouver des mots de passe. Ouais, c'est une syntaxe libre. Mais par contre, quand on est dans une conversation et qu'on a quand même un contexte, en fait, il suffit simplement, bon, si vous cherchez dans les données, vous cherchez MDP, mot de passe, code, vous faites ça dans... Par exemple, c'est ça, ça marche. Du coup, par exemple, il y avait une conversation que j'avais pris chez moi. Ouais, mais ça tu le sais pas. Ouais, ça, tu peux pas savoir à Parce quel que, endroit il y a parce que quoi. ça dépend, même si... Ouais, tu peux pas savoir. Donc il y a plein de méthodes que tu pourrais essayer. Bon, typiquement ici, la manière dont j'ai mis, c'est simplement, bon, je devrais peut-être pas vous montrer ça, mais simplement chercher des termes, mots de passe, code, etc., qui se trouvent directement dans la conversation, parce que moi, je connais une conversation avec laquelle je suis avec des cousins. Vous tapez ça, vous allez retrouver tous nos mots de passe, accès à tous nos Netflix gratos, donc sans souci. Et sinon, il y a une autre méthode, celle que tu avais présentée tout à l'heure. Bah ouais, apparemment oui, c'est la méthode des dictionnaires, c'est prendre un groupe de caractères un groupe de mots qui sont dans le dictionnaire, qui existent en fait, des termes, et faire une soustraction avec le code en fait. Enfin, tous les mots qui se trouvent dans le texte, et après il restera plus que des termes spécifiques. Retrouver ces termes spécifiques dans le texte et après voir en fait à quoi ils correspondent. Donc si par exemple c'est juste quelqu'un qui a mal écrit un mot ou si c'est quelqu'un qui a mis quelque chose qui est censé être un code. Bon après, voilà, ça demande beaucoup d'imagination. Est-ce que vous arrivez à trouver quelque chose? Top. Alors, je vais juste vous montrer la manière que j'ai utilisée ici et peut-être vous expliquer la logique que j'ai utilisée là-dedans. Simplement, alors je vais mettre cet élément-là parce que sinon après on ne pourra pas voir. Simplement, lorsqu'on va choisir des W, alors ça va nous choisir tous les types de caractères, même les underscores par exemple, mais ça va pas nous prendre en compte les points. Bon, déjà, on va dire, ok, on veut un certain nombre de caractères, c'est égal combien. Mais des fois, on a des adresses email qui sont séparées par un point au milieu. Par exemple, je sais pas, Simon.Philibert. Donc, nous, on va devoir prendre en compte le point. Par contre, quand on va mettre ce point, on va mettre de côté en fait toutes les personnes qui n'ont pas de point. Donc, pour pouvoir compter ça, on va devoir mettre un point d'interrogation pour dire, ok, ce point, il peut exister ou ne pas exister. Ensuite, on va remettre un W parce que généralement, il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup d'adresses email qui ont 40 points au milieu. Et ensuite, ici, on va simplement choisir le de cette manière-là, où vous pouvez mettre une barre, un backslash si vraiment vous n'êtes pas sûr que le regex prend en compte. Et ensuite, après ça, vous pouvez remettre un W, plus, d'ailleurs j'ai oublié de mettre un plus ici, pardon. Et après, ça se termine par un point, et après un point quelque chose, W quelque chose. Donc je peux mettre un plus, par exemple, s'il veut bien mettre le plus, voilà. Et donc ici, normalement, il devrait m'aider à sélectionner toutes les adresses email. Je sais pas si je vais en trouver une, voilà, typiquement celle-ci. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour le regex. Donc on a juste vu les bases du regex. Là, il y a d'autres exercices qu'on peut faire si vous voulez, mais on va peut-être faire le premier quand même. Tu peux montrer la suite. Oui, pas de souci. C'est celle-ci. Ouais. W+. Ouais, top. Et si jamais tout est dans le slide, vous pourrez tout récupérer. Format de texte, voilà. Donc ici, c'est un premier exercice qu'on va faire ensemble. Donc simplement, en fait, ici, vous pouvez constater que notre format de texte est un peu brouillon dans le sens que on a des sauts de ligne qui se font un peu n'importe comment, qui sont pas, enfin, il y a rien qui est fait à peu près correct. Et en fait, nous, on aimerait juste en rajouter seulement à la fin des phrases. Donc simplement, on va juste faire une sélection et une substitution, donc pour remplacer et dire, ok, maintenant, je vais remplacer tous les sauts de ligne qui se trouvent ici, je vais les supprimer. Ensuite, je vais refaire des sauts de ligne là où il y a des phrases, à la fin des phrases. Est-ce que c'était clair? Ok, top. C'était pas... Ok, t'as pas compris. En gros, ici, il y a tout qui est un peu brouillon. Simplement, on va tout remettre ensemble, comme un gros bloc de texte, pour retirer ça, parce qu'ils sont faits un peu n'importe comment. Et après, on va remettre des éléments par ligne, mais seulement par phrase, en fait. Donc on n'aura que des phrases par ligne, c'est juste ça. Donc ça se fait en 2 temps. Alors premièrement, ici on va d'abord se débarrasser de tous les sauts de ligne qui existent. Donc on va d'abord sélectionner tout ce qui est des sauts de ligne ici. Et on va demander par quoi on veut remplacer ça. Donc simplement, moi je vais dire, je vais remplacer ça par un espace par exemple. Parce que les espaces, c'est pas méchant, ça pose pas de problème. Par moment ça peut poser problème, mais ça va. Donc ici, il m'a remplacé tout. Donc je vais recopier tout ça jusqu'au bout. Ça prend un peu de temps.
Bon, on y est, voilà. Donc je vais remplacer tout ça là par ça. Maintenant, la chose que j'aimerais faire, c'est séparer tout par toutes les fins de phrase en fait. Pour que à la fin, enfin, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué. J'aimerais mettre une phrase par ligne. Simplement, la chose que je peux faire, c'est que je peux me dire, ok, en fait, j'aimerais remplacer tous les espaces, du coup, donc qui sont à la fin d'une phrase. Et pour savoir un espace qui est à la fin d'une phrase, bah, il suffit juste de dire qu'est-ce qui précède avant. La fin d'une phrase, c'est généralement 3 éléments. Soit c'est un point d'exclamation, soit c'est un point normal, soit c'est un point d'interrogation. Et donc du coup, il suffira juste de mettre la sélection pour tout ce qui précède. Donc point d'interrogation, l'espace, enfin plus petit ou plus grand, égal, enfin non, plus grand ou égal, pardon. Et ensuite ici, j'ai sélectionné les éléments qui m'intéressent. Donc déjà, on va faire avec un point. Donc il va me sélectionner tous les espaces qui sont précédés par un point. Donc il faut que je mette ça, le backslash, sinon il va sélectionner tout. Voilà, parfait. Mais ici, il y a quand même des points d'exclamation, des points d'interrogation. Donc pour pouvoir les prendre en compte, je ne peux pas les mettre juste d'affilée comme ça. Ce que je suis obligé de faire, c'est mettre un « ou » et dire par exemple, alors soit c'est un point, soit c'est un point d'exclamation, soit c'est un point d'interrogation. Donc les points d'interrogation, vu que c'est utilisé dans regex, je suis obligé de mettre un backslash. Et voilà. Ça va, je suis pas allé trop vite, ça a l'air d'aller. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, il faudra juste remplacer ce point S, enfin ce slash S par slash n en bas. Et en bas, ici, j'aurai tout mon texte qui sera séparé par phrase. Donc ça, c'est pour vous montrer quand même l'utilité des substitutions qui sont pas mal. Et pour l'instant, c'est ça. Donc ici, c'est ce qu'on a fait. Alors, est-ce qu'on fait l'exercice 2? Je vais voir. Alors, les autres exercices, vous pourrez les essayer. Il faudra juste que je fasse... Alors, l'exercice 4, on n'aura pas besoin. Alors, on va juste faire l'exercice 3. Donc ici, comme vous pouvez le constater, sans la réponse, peut-être c'est mieux. Comme vous pouvez le constater, ici, le format des dates, donc je vais partir du principe que toutes vos conversations sont en 2020 ou quelque chose comme ça. Tous vos formats de dates, en fait, sont comme ça, donc jour, point, mois, point, année. Donc les 2 derniers chiffres de l'année. Et ici, en fait, je vais juste vous demander de transformer ça en ce format-là. Parce que vous pensez que vous pourriez y arriver avec la sélection et les remplacements. Ah mince, peut-être qu'il y a une notion que je ne vous ai pas donnée pour celle-là. Est-ce que vous arrivez à un résultat ou à quelque chose? Top. Est-ce que je peux vous montrer la correction ou vous voulez encore essayer encore un peu? Ok, alors c'est parti. Donc ici, c'est là où je m'en veux un peu parce que je vous ai pas montré l'exemple en tant que tel, on en a juste parlé. Simplement ici, on va sélectionner d'abord le format de date. Donc on va dire, ok, moi je veux 2 digits. Ensuite, je veux que ce soit suivi par un point. Voilà, comme ça, et il n'y a pas de slash à faire. De nouveau 2 digits, ensuite de nouveau un point, et après 2 digits de nouveau, parce que c'est comme ça que est formé notre date. Le D, je l'ai pas mis bon. Voilà. Est-ce qu'il m'a tout sélectionné correctement? Il me manque un slash. Voilà. Donc ici, maintenant, j'ai sélectionné tous mes formats de date, mais maintenant, ce format, j'aimerais le changer par celui-ci. La manière dont je vais faire ça, c'est utiliser les groupes. Et pour ça, d'abord, je vais déjà créer un premier groupe ici. Je vais créer ensuite un deuxième groupe après le point. Et un troisième groupe après le dernier point. Donc ici, on a récupéré les éléments. Vous voyez qu'ils sont colorés différemment. Donc à chaque fois, pour chaque groupe, on a récolté le premier point, le deuxième point et le deuxième point. Et après, pour la substitution, c'est assez simple. Il suffit juste de prendre le premier élément, donc de ce que j'ai compris sur Sublime Text, non pas Sublime Text, VS Code, il faudra mettre $1. Mais ici, il faudra simplement choisir le premier élément. On va mettre une barre, enfin un tiret plutôt. On va mettre le deuxième élément et ensuite on va remettre une barre. Et après, vu qu'on devait rajouter l'année juste devant, 2000 quelque chose, on va mettre un 20, puis de nouveau le troisième groupe. Ensuite, ici, vous voyez que ce format de date s'est transformé en ce format de date. Parce que ça a l'air de jouer pour tout le monde. Bon, après, comme je l'ai dit, on a juste parlé qu'on pouvait sélectionner plusieurs groupes, mais je ne vous ai pas montré qu'il fallait faire 1, 2, 3, etc. Et peut-être attention, on peut créer des groupes à l'intérieur des groupes. Par contre, je sais pas du tout comment ça se compte. Faudra regarder en fait avec les remplacements comment ça se fait. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Merveilleux. Donc du coup, on va pas faire le dernier exercice. C'est des choses que vous pourrez tester après si vous avez envie. Et maintenant, on va commencer enfin la pratique sur R et on va voir comment on va mettre en place tout ça. Est-ce que vous avez déjà des bases dans R, je suppose? Et aucun d'entre vous n'utilise de projet. Je vais juste vous montrer les avantages d'un projet et après on pourra commencer gentiment.
Donc bon, ici je suis dans l'un de mes projets sur R, donc c'est celui que j'ai utilisé pour créer le diapo pour le cours. Bon après j'ai un R un peu bizarre, je vais le mettre un peu normal après. Mais simplement ici dans mon environnement, j'ai déjà mes propres variables qui sont ici, j'ai déjà mes propres fonctions, j'ai tous mes scripts qui sont verts, etc. Mais des fois, si on n'utilise pas de projet, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir beaucoup de projets, beaucoup de scripts. Je vais être dans un endroit spécifique et si par exemple je déplace un de mes scripts, je vais le perdre et je ne saurai pas où il est. L'avantage avec les projets, c'est qu'on va dire à R, maintenant tu vas tout mettre dans un seul dossier et dans ce dossier tu vas garder mes données, mon historique, mes scripts, etc. Et typiquement, si je vais là, à chaque fois que je vais changer de... par exemple, je sais pas. Bon, il y a des trucs qui voudraient pas. Voilà. Par exemple, ça, c'est un projet que j'ai ouvert juste hier. À chaque fois que je vais changer de projet, il va me sauvegarder tout ce que j'étais en train de faire ici. Comme ça, la prochaine fois que je reviens, il va tout me remettre comme avant. Et après, ici, il va me remettre l'ancien projet à l'étape où je l'avais laissé. Donc, avec toutes mes fenêtres ouvertes, toutes mes données qui sont déjà chargées, etc. Et il y aura un autre avantage aussi au projet, c'est que dans un projet, tout se base dans un seul et même dossier. Donc ici, j'ai mes fichiers, donc là on voit rien. Et en fait, mon projet il se trouve ici. Tout ce qui va se trouver dans le projet, je pourrais y avoir accès très facilement lorsque je vais ouvrir les données. Typiquement, si je cherche à charger des données, il me suffira simplement d'ouvrir ici les guillemets. Et quand je vais taper sur Tab, il va me proposer tous les fichiers qui se trouvent à l'intérieur. Et ensuite, il me suffira juste d'en choisir un, par exemple, je sais pas, castor.jpg. Et là, il va m'indiquer, ok, ce fichier se trouve à tel endroit et je te mets déjà tout le chemin, t'as rien besoin de faire. Et voilà. Donc, c'est juste quelques avantages des projets, si jamais ça vous intéresse. Pour le cours, je vais créer un projet spécifique. Est-ce que vous avez des questions encore sur ça ou non? Ok. Alors, pour créer un projet, simplement, vous pouvez soit aller dans File, New Project, soit vous pouvez cliquer sur cette icône-là, soit vous pouvez aller ici, tout en haut à droite, et appuyer sur New Project. Donc, quand vous allez créer un projet, je vais peut-être changer, vous m'excusez parce que généralement les gens ils ne voient pas après. Je vais juste peut-être changer l'apparence de mon R, prendre quelque chose d'un peu plus, la default, text mail. Voilà. Et on va remettre, non, on va laisser ça comme ça. Donc du coup, ici, simplement, si je vais là, New Project, c'est juste qu'après, si j'essaie avec l'autre thème, on voit pas les icônes qui sont là. On va se concentrer sur les deux, ça c'est un autre type. Ici, je peux soit créer un nouveau projet qui est dans un dossier qui n'existe pas, donc il va me créer un dossier, soit je peux utiliser un dossier qui existe déjà. Nous, on est dans le premier cas, on va créer un dossier, là où il n'y a pas d'éléments qui n'existent pas. Enfin, on n'a pas de dossier qui existe pour l'instant. On va cliquer sur New Project, le tout premier, quoi. Et ensuite, ici, il va nous demander, OK, vous voulez appeler votre dossier comment? Donc, moi, ce sera le nom du dossier et du projet. Je vais appeler ça WhatsApp, par exemple. Et ensuite, en bas, il va me demander, OK, où est-ce que je veux enregistrer mon projet? Et moi, je vais simplement lui dire, d'accord, moi, j'aimerais l'enregistrer ici. Bon, moi, j'ai déjà un dossier pour mes projets. Et je vais mettre ça là-dedans. Et je vais mettre Open ici. Et quand vous avez créé votre projet, donc déjà, il va enregistrer l'image dans laquelle vous étiez avant. Et ensuite, ici, il va vous ouvrir votre nouveau projet vierge avec rien du tout. Et à partir d'ici, vous aurez tout ce qui concerne votre projet. Et si vous voulez retrouver votre projet et donc réouvrir là où il était à l'époque, vous pouvez juste le chercher ici. Ou si vous êtes dans votre navigateur, il suffit simplement ici de chercher un truc qui ressemble à ça, voilà. Et si vous double-cliquez, donc je vais double-cliquer dessus, ça va me rouvrir un nouveau RStudio, voilà, juste derrière ici, avec le projet dans l'état où je l'avais laissé. Donc voilà. Donc c'est très pratique pour l'organisation et qui plus est pour la reproductibilité. Si je vous passe mon dossier avec le projet, vous pourrez faire exactement la même chose parce que tout sera configuré de la même manière. Et je crois qu'on est bon. Vous savez créer un script sur R? Ouais, top. Alors on va créer un script déjà. Vous pouvez faire un R Markdown si vous avez envie. C'est égal. Et maintenant ici, on va pouvoir passer à la suite. On va utiliser le package tidyverse. Est-ce que vous l'avez déjà installé chez vous? Ok, parfait. Donc si jamais vous voulez plus d'informations, il y a de la documentation sur le tidyverse et sur leur philosophie, comment ça fonctionne, etc. Et nous, on va surtout utiliser les packages dplyr, tidyr, stringr et ggplot2 pour ce cours. Et vous les avez déjà installés, mais si jamais vous ne les avez pas installés, vous pouvez taper cette commande install packages tidyverse. Je vais pas parler de cette étape-là parce que c'est juste des questions de préférence, mais si jamais je fais des choses, mais vous pouvez les faire différemment si vous savez les faire autrement. Et simplement, par exemple, ici, si vous voulez charger les packages qu'on va utiliser, soit vous pouvez tout charger d'un coup, soit vous pouvez charger de manière sélective. Moi, généralement, je charge de manière sélective parce que si je fais tidyverse, je vais sélectionner des packages que j'utilise pas forcément. Mais dans ce cas-ci, ici, c'est pas un problème. Donc, on va faire
tout ça ici. Est-ce qu'on vous a montré comment on fait des sections dans un script R? On vous a expliqué. Si ça vous dit rien, je vous montre simplement. J'ai d'abord enregistré le script déjà et je vais appeler ça WhatsApp. Voilà. Donc ici, en fait, vous pouvez écrire du code dans R et vous pouvez faire des commentaires. Ça, je pense que vous savez faire. Et par exemple, si j'appelle ça, je sais pas, librairie, si je mets 1, 2, 3, 4 tirets, vous voyez qu'il y a cette petite flèche qui apparaît. Et cette petite flèche, en fait, elle va dire que c'est une section et tout ce que je mets dedans, en fait, je peux le ranger dedans. L'autre avantage des sections, c'est qu'après, si je clique ici, je peux voir par chapitre tout ce que j'ai fait. Donc par exemple, je peux créer un chapitre supplémentaire. En dessous, par exemple, je sais pas, lib. Et là, vous voyez qu'il l'a décalé à côté. Donc, il m'a rajouté un chapitre supplémentaire. Et vous pouvez naviguer aussi depuis là, cette partie ici. Vous pouvez cliquer dessus et ensuite, vous pouvez naviguer d'une partie à une autre. Donc, c'est assez pratique de créer des sections. Comme ça, vous vous retrouvez dans votre code. Petite question, parce que je me suis emballé, je suis allé un peu vite. Ça va? Ok, top. C'est jamais parce que c'est généralement quand je rentre dans le code que je fais plus attention. Donc ici, oui, ouais, un fichier Markdown, ça va juste utiliser le Markdown comme langage. Vous ne devez pas mettre de tirets, vous pouvez simplement mettre les... comment ça s'appelle? Les hashtags, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, sur R... non, on peut pas faire... Attends, je vais juste expliquer. C'est un peu différent sur R Markdown parce que ça utilise pour le texte un langage qu'on appelle le Markdown. C'est un langage en tant que tel. Je crois que tu as dû choisir un cours... dessus, non, tu verras ça. Ça, en fait, pour le Markdown, c'est-à-dire un titre de niveau 2, c'est-à-dire un petit titre. Donc ici, tu n'as pas besoin de mettre les tirets, il sait déjà que ce sont des titres. Donc si jamais tu mets les sections, ça marche. Si je clique ici, tu vois qu'il y a déjà les titres qui sont là. Et aussi un avantage ici, c'est que si on utilise cette partie-là, on peut se balader aussi dans les boîtes de code. Donc si jamais, c'est toujours pratique de se retrouver une fois qu'on a 50 000 lignes de code. Donc ici, moi, ce que je fais généralement, c'est que je commence avec une partie librairie. Comme ça, enfin, quand j'écris mon code, je le pense pour moi-même dans le futur, qui me remercie généralement, pour pouvoir relire en fait ce que je fais. Si je commence dans l'ordre, chaque étape que je fais, ça m'aide beaucoup. Donc ici, je vais faire library tidyverse. Je suis pas très fan de cette méthode, mais pour aujourd'hui, ça devrait suffire. Simplement parce que ici, ça charge beaucoup de packages, mais typiquement, il y en a beaucoup qu'on va pas utiliser, genre forcats ou peur pour aujourd'hui. Et maintenant qu'on s'est mis en place, qu'on a notre projet, qu'on a tout beau, on va pouvoir déplacer notre fichier texte. Donc moi, je vais déplacer tout dedans. Ça joue? Ouais. Ok. On va déplacer... non, c'est pas dans le test, c'est dans le projet, pardon. Alors vous allez déplacer votre fichier texte à l'intérieur de votre projet ou de votre dossier de travail. Alors si possible, je vais quitter le mode plein écran ici. Sinon, j'arrive pas à voir. Et moi, mon WhatsApp conf, il est là. Dites-moi quand c'est bon, que vous avez tout déplacé dedans. Stop. C'est tout bon? Ou ok. C'est bon derrière? Ou ouais, merveilleux. Alors parfait. Et donc maintenant, si je retourne dans mon code R, ah oui. Si jamais, moi, je laisse la console toujours à droite parce que apparemment, ça aide les gens de pouvoir voir en fait toute l'historique qui se trouve derrière. Mais des fois, ça peut être un peu gênant si je gère les fichiers ici. Mais simplement, maintenant, on a notre conversation qui est ici. Donc, c'est tout bénef. Hein. Simplement, je vais ici. Alors, bon, il y a plusieurs manières en fait. Soit tu as trouvé? Ok, c'est rien. Et après, bon, tu as toujours aussi l'option panel layout pour mettre vraiment des trucs très configurés, avoir 70 fenêtres si tu as envie. C'est pas trop mon style, ça. Maintenant, on va pouvoir avancer sur la présentation. Donc oui, ici c'est ce que j'avais expliqué, donc c'est avec la fonction tab. Vous êtes tous dans un projet? Tout le monde est dedans? Ouais. Alors ici en fait on va utiliser cette fonction readlines qui est une fonction de base dans R qui permet en fait de prendre un fichier, donc ça peut être même un fichier de code R ou n'importe quoi, et il va lire ligne par ligne les éléments qui sont dedans et va prendre ça comme un texte. Donc vous pouvez simplement copier-coller tout ce qui est ici. Suivant la longueur de votre conversation WhatsApp, il ne faudra pas taper directement l'objet texte. Donc ici, je vais mettre une section importer les données. Hop. Et si jamais vous voulez mettre des accents, j'oublie tout le temps de le dire, ça, dans vos codes, peut-être éviter, sauf si vous êtes sûr que vous avez activé quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a un truc dans le code qui permet de mettre en UTF-8. Je sais plus exactement, mais si jamais éviter, je vais montrer l'exemple aussi au cas où. Donc ici, on va importer le texte avec la fonction readlines. Ensuite, ici, il va nous demander le texte. Simplement, nous,
plutôt que de s'amuser à retaper tout ça, bah, si on est dans le projet, il suffit simplement d'appuyer sur Tab. Et ensuite, bah, je vais choisir le texte que je voulais sélectionner. Maintenant, je vais quand même vous demander un truc particulier. Alors, nous, en fait, je pense que vos conversations sont en français, en italien, en langue latine ou quelque chose comme ça, non? Donc, si jamais, il faudra préciser l'encoding, parce que quand on va faire du text mining ou de l'analyse de texte dans R, c'est très casse-pied si l'encoding n'est pas parfait. Ici, il faudra juste préciser l'encoding, comme ça. Vous n'êtes pas obligé de sauter la ligne, mais si vous sautez une ligne, R comprend très bien que c'est dans le même élément. Et ici, vous devez mettre UTF-8 ou UFT8, non c'est UTF, j'inverse toujours, je sais pas pourquoi, oui, UTF8, parfait. Et ensuite vous pouvez lancer, et normalement vous avez votre texte qui a été ajouté dedans. Alors moi je vous recommande pas de lancer directement la fonction texte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que je crois que suivant vos conversations vous devez avoir genre 8 millions de messages, etc. Et alors il va juste s'amuser à essayer de tout afficher, ça va prendre du temps. Ici, tant qu'en fait on n'a pas une structure assez stable, bah en fait on va juste regarder les longueurs, on va soit faire length pour voir, ok, de quelle longueur est mon texte. Donc attends, je vais le mettre déjà ici, longueur du texte. Ensuite, donc je peux lancer ça et il va me dire ok, j'ai 240 lignes pour toi, donc je suis là, c'est cool. Et si vraiment vous voulez voir des bouts de texte, enfin de code, vous pouvez faire head. Et ensuite ici, il va vous faire apparaître les 6 premiers messages. Donc ici, les 6 premiers messages. Ça joue? Qu'est-ce qui joue pas du coup? Ça marche? Ok, top. Ah ouais, ok, top. Alors on va mettre. Ensuite ici dans head, ah oui, peut-être j'en profiter. Lorsque vous lancez une fonction, des fois vous vous souvenez pas du tout de comment elle fonctionne, etc. Donc vous pouvez utiliser la fonction d'aide, donc par exemple ça. Si vous faites ça devant, ici vous allez avoir, ça je pense peut-être vous le savez, ici vous avez les informations sur la manière dont une fonction fonctionne ici. Mais après des fois on n'a pas envie de se taper toute la lecture, on veut juste savoir ok c'est quoi le paramètre suivant, je sais ce qu'il fait mais je sais pas à quel endroit il est ou ce qu'il fait. Il vous suffit simplement d'appuyer sur Tab. Et ici il va vous dire ok ça c'est le premier paramètre, ça c'est le paramètre suivant, etc. etc. Et ça vous aide si jamais à savoir ce que vous faites. Et ici en fait c'était juste pour vous inviter à utiliser le paramètre suivant. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre le nom du paramètre, vous pouvez mettre directement ce que vous voulez. Mais si par exemple si vous voulez faire apparaître plus ou moins de messages, vous pouvez faire par exemple 10, et là il va me faire apparaître les 10 premiers messages. Donc ici je vais le noter. Et pour finir, ici on va faire par exemple les 10 derniers messages. Peut-être c'est les 10 derniers messages qui vous intéressent. On va faire tail, donc c'est la fin. Vous allez mettre texte, et après vous allez mettre le chiffre que vous voulez pour les derniers. Maintenant, je voulais vous montrer tail, parce que aussi, on a des cas particuliers. C'est que ici, par exemple, si vous voyez mon 9e et mon 10e des derniers, en fait, bah, j'ai des endroits en fait où il n'y a rien. C'est juste des espaces où il n'y a rien du tout, et ils vont être considérés quand même comme un élément de la chaîne de caractères. Ça, on prendra en compte plus tard, mais vous allez voir que dans la méthode qu'on va utiliser, ça va aller. Donc, vous savez tous utiliser une pipe function, enfin l'espèce de truc là, ça. Tu l'as dire, ouais, c'est pas très facile à mémoriser. On va regarder en même temps qu'on lit. Donc simplement ici, donc on a passé head, on a vu la longueur aussi. Bon, ici aussi, c'est des éléments on peut retirer par partie. Bon, c'est juste pour dire aussi que c'est pas forcément efficace parce que si vous avez un truc au milieu à la 58e ligne, c'est qu'il faut vous ayez lu les 58 lignes avant pour savoir. Ici maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut transformer le texte en un seul bloc de texte. La raison pour laquelle on veut faire ça, c'est parce qu'on a peut-être des espaces en trop, et il y a aussi un problème, c'est que si quelqu'un dans sa conversation a décidé de faire un saut d'espace au milieu du message, bah son message est séparé en deux, et donc est séparé par ligne. Donc nous, premièrement, on va essayer de tout mettre dans un seul groupe bloc de texte. Et pour ça, on va utiliser la fonction paste de R, simplement. Ce que la fonction paste fait, c'est qu'elle va coller tous les éléments ensemble, et si on utilise le paramètre collapse ici, donc il va prendre tous les éléments d'un même vecteur et va les mettre ensemble dans un bloc. Et ici, dans collapse, ce qu'on précise ici, c'est un espace, c'est pour dire on colle tout par espace. Si vous vous souvenez, c'est à peu près ce qu'on a fait lorsqu'on avait vu que le texte était un peu brouillon. Donc ici, on va faire bloc de texte. Bloc de texte, voilà. Je crois qu'on est même déjà dans le chapitre du nettoyage ici. Nettoyage, 1, 2, 3, 4. Et ici, bah, simplement, texte, paste. Ouais, c'était texte du coup. Et ensuite, on va faire collapse. Voilà, parfait. Un espace.
Et voilà. Et je crois que là maintenant c'est un peu plus sécurisé de regarder ce qu'il y a dedans, ou peut-être pas. Non, c'est bon. Et donc ici, il nous a tout mis, tout notre texte en un gros bloc de texte. Bon, ça peut prendre du temps aussi à afficher, mais maintenant on a tout notre texte qui est en bleu. Maintenant, vous vous souvenez, on avait décidé avant que si on voulait séparer tout maintenant par phrase, on pouvait très bien le faire. Ici, ça va pas nous arranger parce que j'ai oublié de vous dire, donc nous maintenant à la fin on veut un tableau de données. Ce tableau de données, parce que... Attendez, je peux dessiner ça là. Je vais faire ça peut-être. Non, je vais l'expliquer à l'oral. Parce que les méthodes qu'on va utiliser pour notre analyse utilisent des tableaux de données. Donc nous, en fait, on va essayer de transformer tous nos données en tableaux pour éviter de perdre de l'information. La première colonne de notre tableau de données, si j'arrive à retrouver notre texte ici, ça va être les informations sur la date et l'heure. La deuxième colonne, ça va être l'information sur qui a écrit le message. Et pour finir, la troisième colonne, ça va être le message en tant que tel. Et donc nous, en fait, ce qu'on devra faire, vu qu'on les a maintenant regroupés, c'est qu'on va devoir dire, ok, maintenant je veux que pour chaque ligne, je veux que ce soit un message spécifique, vu que maintenant on les a tous regroupés. Est-ce que vous vous souvenez comment on faisait pour sélectionner, bon cette fois-ci c'est pas des phrases, mais c'est pour sélectionner des éléments qui sont dans un contexte. C'était l'espèce de parenthèse avec le point d'interrogation égal, etc. Et simplement ici, oui, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Lorsque vous utilisez des backslash, il faudra toujours en utiliser deux en même temps. Donc ici, simplement, ce qu'on va faire... dernière correction. Pourquoi dernière correction? Je crois qu'il m'a sauté des... Je crois que j'ai dû supprimer des trucs. J'ai supprimé des parties diapo, je pense. Je vous renverrai le diapo complet plus tard. Mais... Simplement, ici, on va utiliser cette fonction-là qui vient du package string_r qui s'appelle strsplit. Et simplement, lui, ce qu'il va prendre comme élément, c'est... en première place, c'est le texte qu'on veut séparer. Donc ici, on va faire séparation du coup. Alors ici, on va faire str_split. Et ici, il va nous demander, ok, le premier élément que je veux, c'est le texte que tu veux séparer. Donc simplement, on va mettre notre texte. Et le deuxième élément, ce sera un pattern. Et ce pattern, ça peut être très bien un terme qu'on cherche comme on veut, ou du regex. Et ça tombe bien, on a passé toute une après-midi à prendre du regex. Et simplement ici, on va pouvoir utiliser notre code de regex qu'on avait fait. Donc, si jamais vous n'êtes pas sûr de la manière dont ça va être fait sur R, vous pouvez toujours faire les tests ici. N'hésitez pas à revenir, par exemple, sur Sublime Text, sur regex one-on-one ou sur VS Code pour tester votre code et pour savoir, ok, comment faire pour avoir ça et juste le transformer de manière à ce que ce soit sur R. Donc vous, maintenant que vous êtes expérimenté, vous pouvez simplement recopier cet élément-là. Donc ici, c'est juste pour dire, ok, sélectionne-moi tous les éléments qui commencent, enfin, tous les espaces qui sont suivis, par ces éléments-là. Et si vous voyez, si vous reconnaissez ces éléments-là, en fait, c'est simplement pour lui dire, ok, repère-moi tous les espaces sont suivis par cette date. Parce que chaque message va commencer par d'abord cette date, ensuite les informations. Donc ça, c'est une manière de pouvoir faire. Après, elle n'est pas forcément sécurisée, parce que par exemple, quelqu'un pourrait écrire une date dans ce format au milieu du texte, et ça pourrait tout vous séparer. Si vous voulez être vraiment sûr, vous pouvez sélectionner cette partie, et je doute très franchement que quelqu'un ait écrit dans votre conversation. Et après, une fois que vous avez fait ça, normalement, vous devrez avoir. Donc on va utiliser ces deux fonctions pour pouvoir nettoyer un peu les deux. Alors, je vous laisse le faire et je le fais en même temps que vous. Comme ça, vous avez des questions sur ça? Pas du tout. Non? Merveilleux. Donc ici, strsplit, on lui demande, alors un espace, maintenant il faut toujours mettre par double. Maintenant, cet espace doit être suivi par, donc point d'interrogation est égal à. Alors ici, on a besoin de 2 digits. Alors s'il veut bien. Est-ce que c'est assez grand ou faudrait que j'agrandisse un peu? Ça va? Ok. Ah mince. Ah ouais. Bon, c'est un exercice supplémentaire. Oui, ok, c'est un jeu. Pas de souci. Ah mince. Est-ce que tu voudrais qu'on voie déjà... Enfin, peut-être... Ouais, on va accélérer un peu. Ouais, mais du coup, en fait, si jamais, quoi qu'il en soit, tout est expliqué, en fait, dans les slides, donc tu peux le suivre vraiment comme un tutoriel. Alors, du coup, je vais vous montrer directement cette fonction-là. Donc ça, c'est pour tout faire en une seule fois. Ça a l'air monstrueux, mais si tu veux recopier ça et tester déjà, je vais expliquer, en fait, chaque étape. Donc ici, c'est pour importer les données, comme on a fait, mais avec la pipe function, ce qu'elle dit, en fait, c'est tout ce qui se trouve à gauche, que ce soit un résultat ou que ce soit une fonction, etc., un élément ou un résultat, tu vas le mettre en première, la fonction qui se trouve à droite. Et donc ici, en fait, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris, fait notre readlines pour importer. Ensuite, on les a collés tous ensemble. Ensuite, on a fait, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de les séparer pour qu'on ait pour chaque format. Ici, on fait un unlist parce que la str transforme ça en liste. Et ensuite, ici, il nous suffit juste de transformer ça en table. Table, ce sera un tableau de
donné. Et ensuite, après, on va séparer les éléments pour qu'on ait une colonne de date, une colonne de nom, une colonne de select qui est du regex que vous connaissez. Et après, on va retirer les valeurs. Et pour finir, ici, on va faire juste une transformation pour que les dates soient... voilà. Syntaxe de R type. Ouais. Ça veut dire, en gros, quel date donne, ça va tout l'implémenter. Pas forcément. Enfin, si ça correspond pas à la fonction, ça va pas marcher. Mais ça si va ça marcher. Si par exemple ta fonction comme premier argument objet, il va lui refiler. C'est ça. Donc du coup, comment tu sais que tu dois juste savoir que. C'est ça. Et si jamais tu vois que ça marche pas, il y a toujours une méthode dans R, c'est que le point, tu peux toujours le déplacer. Par exemple, si tu sais que l'élément il doit se trouver en troisième, tu pourras mettre un point en troisième position pour dire à R. Finalement, cet élément-là, tu vas le mettre en troisième. C'est juste pour ça. Bon, après la pipe, il y a toujours du temps à comprendre. Typiquement ici, j'ai utilisé un point. C'est parce que ici, symbole tel quel, il va reprendre le nom de l'objet. S'il a pas de nom, donc ça va pas. Et ici, c'était juste pour lui dire, tu vas l'appeler texte. Ah ouais, voilà, c'est l'exemple là où tu mets le point, ça veut dire insert. Ici, ouais, exactement. Okay. Bah, du coup, je vous invite à recoder ça. C'est un peu monstrueux. Oui. Ouais. Alors, oui, il faut charger la librairie tidyverse. Comme ici. Tu as chargé tidyverse et il te dit qu'il te trouve pas. Lorsque tu lances la librairie tidyverse, il t'envoie pas d'erreur. Enfin, le reste, c'est pas forcément du tidyverse parce que. Ok. Ah oui. Tu as déjà recopié pas mal de choses ici. Alors ouais. Alors ici, justement, faut qu'on charge aussi les autres packages parce que on les charge en chemin ici. Il y a l'Hybridate. C'est le package qu'on utilise ici pour les dates ici. Il est excellent. Si jamais. Donc du coup, il faut charger l'Hybridate. Il faut que je regarde s'il y a d'autres trucs que j'ai oubliés. Normalement, c'est bon à partir de... Donc normalement, avec un... Ah pardon, oui. Juste ça, pardon. Ouais, library, Hybridate. Tu peux le mettre en haut. Moi, c'est ce que je vais faire du coup. Il permet de transformer des formats de date de manière, mais vraiment... excellente. À mon avis, il utilise le regex pour pouvoir faire ça. Parce qu'en fait, ta date, tu pourrais vraiment la mettre n'importe comment avec des espaces, des problèmes, etc. Et dire par exemple le 10 du 12 2019. Si tu lui dis, ok, moi, ce texte, en fait, il se lit dans ce sens. Day, month, year, hour, minute. Lui, il va te lire comme ça. Il va te dire, ok, je vais traduire. Et dans la plupart des cas, il va faire ça très bien. Oui, avec l'Hybridate. Ah, tu n'as pas l'Hybridate du coup installé? Ah, ok, d'accord. Alors j'arrive tout de suite. Est-ce que devant, vous avez d'autres questions? Ouais. Alors ouais, c'est ce que j'avais expliqué un peu plus haut. C'est là, en fait, dans R. C'est pour ça que je dis que des fois, d'un langage à un autre. Ok, d'accord, ça ouais, top. Alors je vous relaisse avec ça et vous me dites si ça a fonctionné. Et essayez d'abord tout ça avant de mettre dans un objet. Après, si tout ça fonctionne, vous aurez à avoir un tableau. Attends, comment? Comme ça, du coup, à peu près. Donc, où on a une colonne de date, une colonne de nom, une colonne de texte. Je vais vous remettre. J'ai mis ça aussi, vraiment désolé. Je crois que c'est ça.